Voilà, donc je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire du Cercle Credo qui va vous présenter donc son dernier guide technique sur l'analyse du cycle de vie et la déclaration environnementale produit des câbles optiques. Donc, je dirais dans les acronymes techniques, ACV, DEP, qui est plus connu. Alors, juste pour démarrer, donc un petit mot de bienvenue. Vous présenter, en 2 slides très rapides, le cercle Credo, qui sommes-nous? Parce que je pense que certains d'entre vous, qui participent ici ne connaissent pas forcément. Donc on est une association, créée en 1994, donc plus de 30 ans, qui réunit les experts et les acteurs de la fibre optique. Association indépendante, et d'intérêt général avec, aujourd'hui environ donc 75-80 membres. Et on travaille uniquement sur les aspects techniques, de la fibre optique, des infrastructures, jusqu'aux usages, et nous avons régulièrement donc des travaux et une veille technologique, des ateliers, des rencontres débats et des événements comme ce webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Nos travaux se résument, pas uniquement donc à des publications, hein. Depuis la création, on est à peu près à en moyenne, une publication par an. Nos dernières publications, sont sur la résilience des réseaux, sur la fermeture du cuivre, sur les évolutions, des réseaux PON à 10 gigabits, donc avec 2 guides, un en français et en anglais, sur les raccordements complexes, qui a été notre dernier, webinaire. Mais on a aussi des applications didactiques comme un démonstrateur de réseau virtuel qui présente un réseau FTTH, et on œuvre aussi pour je dirais des déploiements de qualité avec des techniciens qualifiés, avec un label audit qualité pérennité fibre qui a été développé avec l'AVICA principalement. Alors aujourd'hui, le cercle Credo en 3 points, c'est quoi? C'est, heu, l'échange, le partage et la réponse aux défis du futur. Donc ça, c'est les trois axes, sur lesquels nous travaillons. Donc les experts que nous réunissons, sur des sujets particuliers. Le dernier, qui est l'objet de, ce webinaire, sur, l'analyse du cycle de vie. Donc vous verrez, c'est, vraiment très technique. Nos intervenants vont vous en parler beaucoup plus que moi je peux vous en parler. On a aujourd'hui d'autres sujets en cours sur la fibre et ses usages, les applications type fiber sensing ou autres, sur lesquelles un groupe de travail planche là depuis maintenant plus de 2 mois, et 2 autres groupes qui sont en cours je dirais de lancement. Un sur la connectivité et l'interconnexion des data centers, et un sur la résilience, puisque on a beaucoup appris depuis le premier guide qu'on a sorti sur le sujet, donc il était nécessaire de pouvoir le compléter. Le partage de l'expertise technique, donc ça, c'est au travers des ateliers que nous organisons tous les mois avec nos membres, les publications que vous avez et et les événements. Et puis on a aussi une veille technologique, et l'ADN du Credo, c'est d'essayer d'anticiper les futurs défis. Typiquement, le chantier qu'on démarre sur la connectivité des data centers est un bon exemple. Alors maintenant, si on en vient à l'objet de ce webinaire, aujourd'hui le webinaire va être détaillé en 4 points. Donc une première partie qui sera une présentation du guide technique, une deuxième partie, une analyse de cycle de vie, déclaration environnementale produit des câbles optiques, où là nous aurons 3 intervenants, une petite séance de questions-réponses. Toutes les questions sont posées dans le chat. Et il y aura des réponses au fil de l'eau, et si on ne peut pas répondre, vous verrez à la fin, on prendra toutes les questions et on répondra. Et puis une petite conclusion. Alors, nos intervenants aujourd'hui, ils sont 3. Kevin Langley, responsable marketing de Acom Group, mais aussi président du GT Empreinte Carbone au SICABEL.
donc qui est le grand architecte de ce guide. Et donc pour un petit peu le challenger et le répondre, entre guillemets, hein, Paul Le Dantec, donc beaucoup d'entre vous connaissent, est président de ECO, mais qui est aussi le président de la commission RSE d'Infranim, et Thomas Delatour, donc ingénieur sobriété numérique à l'ADEME. Alors, donc si on en arrive donc maintenant donc à l'objet de ce webinaire, donc j'ai la charge de l'introduire, donc de l'entre. Alors, mon introduction, elle est vers des infrastructures numériques durables et résilientes. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le maître mot que l'on entend dans toutes les, je dirais dans toutes les assemblées ou les réunions qu'il peut y avoir sur les réseaux fibre optique depuis maintenant pratiquement d'un an. On parle de résilience, on parle de durabilité, et donc ce guide veut s'inscrire dans je dirais dans cette démarche. Alors, quand je dis il veut s'inscrire dans cette démarche, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que le numérique, il a un impact environnemental croissant. Donc, d'où le besoin de mesurer et de piloter. On a aujourd'hui donc plus parlé de l'impact environnemental, plus des terminaux, des data centers, mais les infrastructures réseau comptent aussi. Donc la généralisation de la fibre aujourd'hui, donc vous savez qu'on a annoncé la fin du cuivre d'ici 2030. Ce qui a été démontré aujourd'hui, donc vous voyez les chiffres ici, donc je ne vais pas vous les rappeler, mais c'est que la fibre est 4 fois moins énergivore que le cuivre. Donc ça, je pense que nos intervenants y reviendront. Et ensuite, donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les câbles optiques, c'est la colonne vertébrale des infrastructures numériques. Donc, ils participent donc de ce fait aux enjeux de souveraineté et de résilience des réseaux télécoms. D'où ce focus aujourd'hui important sur ces aspects-là. Enfin, pour pouvoir bien, bien mesurer cet impact là-dessus, il y a des outils méthodologiques qui ont été définis, je dirais dans un cadre réglementaire. Donc Kevin aura l'occasion d'y revenir. Donc vous allez voir que c'est des organismes enfin, qui sont connus au niveau, je dirais, du milieu de l'environnement, mais pas forcément dans notre milieu à nous d'experts optiques. Hein, où on est plus sur les aspects atténuation, contrainte, toutes ces choses-là. Donc, mais au niveau, et là, on s'appuie sur des normes ISO, IEC, ETSI, et j'en passe. Là, vous allez voir le BGS, le RIN, AGEC, CSRD, donc bon, des nouveaux organismes avec lesquels donc, il faut qu'on s'habitue et puis qu'on on suive aussi. Puisque c'est à partir de ces organismes que l'on pourra donc objectiver l'impact réel, je dirais, des câbles optiques au niveau de l'environnement. Alors, la solution, je dirais, pour tous ces aspects-là, c'est donc les deux paramètres que l'on a évoqués, l'analyse du cycle de vie. Donc ça, c'est un premier point pour analyser et objectiver l'impact réel, je dirais, des câbles, de leur conception, enfin, même avant la conception, hein, donc l'extraction des composants de la matière jusqu'à la fin de vie. Et puis ensuite, donc, c'est d'avoir donc des indicateurs, que la DEP, donc la déclaration environnementale produit, c'est ça qui va donner donc, donc de manière transparente et normalisée, donc pour tout le monde, donc de l'impact des cas. Voilà, donc ça c'est l'objet de notre guide technique que je vous invite, et j'invite maintenant donc Kevin à rentrer plus dans le détail, je dirais, que le petit vernis que je vous ai donné, qui n'est pas forcément celui d'un expert. Kevin, à toi. Super, merci Jacques pour l'introduction. Bonjour à tous. L'idée, effectivement, en quelques minutes, c'est de vous présenter les grandes lignes de ce guide. Je vous invite à la fin du webinaire à le télécharger pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Avant ça, je voulais faire un petit point, juste une petite prise de recul sur le contexte. On parlait d'ACV et de DEP. Sur le pourquoi, hein, on a quand même une prise en compte aujourd'hui des impacts de nos activités et les télécoms forcément n'y échappent pas.
On a une volonté des opérateurs télécoms aujourd'hui de s'aligner sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental de manière générale. Alors, j'ai parlé avec pas mal d'acronymes, mais aujourd'hui, on parle souvent de scope 1, 2 ou 3. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais de manière générale, le scope 1, c'est les émissions directes. Le scope 2, les émissions indirectes liées à l'utilisation de l'énergie. Et le scope 3, toutes les comment dire, impacts indirects liés en amont et en aval de la chaîne de valeur. Et nous, industriels, lorsqu'on vend des câbles aux opérateurs, ça rentre directement dans leur scope 3. J'ai pu mettre quelques exemples ici d'opérateurs européens qui ont pris des engagements de réduction de leur scope 3 assez impactants. On a une division par deux quasiment d'ici demain, hein, d'ici 2030, des impacts carbone de ces opérateurs, jusqu'à une réduction totale de leurs impacts d'ici 2040. Donc forcément, ces objectifs ambitieux se répercutent sur toute la chaîne de valeur et sur nous industriels. Donc on a besoin effectivement de pouvoir travailler nos produits. Euh, pour information aussi, chaque opérateur ne travaille pas dans son coin. On a des coalitions mondiales qui sont organisées à travers le programme JAC, par exemple. C'est pour ça que je le cite ici, où vous pouvez voir qu'une trentaine d'opérateurs commerciaux mondiaux se sont réunis à travers ce programme-là pour harmoniser un peu les pratiques RSE au sein de leur chaîne de valeur, mettre en place des méthodes d'évaluation et d'audit communes et ainsi pouvoir justement activer un peu tous ces industriels pour pouvoir réduire l'impact carbone de leurs produits. Je mets un petit exemple ici sur ce graphique qui illustre un peu l'impact carbone au moment de la partie production des produits. Vous pouvez voir que les câbles optiques représentent aujourd'hui, ont des facteurs d'émission assez élevés et représentent une part assez significative du scope 3 de certains opérateurs, notamment parce que, effectivement, on est dans une phase de déploiement massif. Là, on est à la fin du plan France Très Haut Débit, mais on a un déploiement massif de fibres en Europe pour l'aspect FTTH, mais aussi pour l'aspect data center interconnect. Donc, on peut voir que cette partie câble optique est quand même assez significative. Et donc, nous, industriels, fibreurs ou câbliers, on a besoin de pouvoir travailler nos produits et donc de répondre à une demande de baisse d'impact. Et donc, pour baisser l'impact, effectivement, il faut qu'on utilise des outils, et on utilise l'outil d'analyse du cycle de vie pour pouvoir mesurer finement l'impact de nos produits. Donc, en quelques mots, une analyse de cycle de vie, c'est la quantification des flux entrants et des flux sortants à chaque étape du cycle de vie. Je l'ai synthétise, on va dire, ici, hein. Jacques en parlait tout à l'heure, mais on parle vraiment directement de l'impact, directement de l'extraction des matières premières jusqu'au transport sur le lieu de production, où on va transformer ces matières premières pour avoir un produit fini, en l'occurrence un câble ou un équipement passif pour les réseaux. On va ensuite le distribuer, l'installer et l'utiliser jusqu'à sa fin de vie, d'ici quelques décennies. L'idée, idéalement, serait de pouvoir fermer, on va dire, ce cercle, hein, donc de travailler aussi la fin de vie des produits, de recycler ou de réutiliser pour rentrer dans une économie un peu plus circulaire. Mais de manière générale, la CV, comme le disait Jacques, c'est des choses qui sont très normées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les normes ici, j'ai donné assez de précision dans le guide, mais on a une granularité assez fine, comme vous pouvez le voir, de toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Et s'il y a une chose à retenir ici quand même en termes de périmètre, on parle souvent de cradle to gate ou cradle to grave. C'est les deux termes à retenir pour pouvoir ensuite pouvoir comparer aussi les choses entre différents industriels et s'assurer que vous comparez de manière juste. On peut faire les ACV sur la partie cradle to gate, donc jusqu'à la porte, on va dire, de l'usine, hein, donc qui comprend uniquement la partie matière première et production du produit. Où on parle aussi d'ACV cradle to grave sur l'intégralité donc du cycle de vie jusqu'à la fin de vie du produit. Donc ça, c'est déjà un premier point d'attention. S'assurer quand vous récupérez des données environnementales sur le périmètre sur lequel est calculée l'analyse de cycle de vie. Pour faire cette ACV, on la réalise de manière à quantifier l'impact sur différents critères environnementaux. On a des dizaines de critères environnementaux qui sont analysés. Je peux en citer quelques-uns sur l'impact lié à l'utilisation de l'eau, de l'énergie, la pollution des sols, etc. Donc on a toute une dizaine de paramètres. Aujourd'hui, on passe le critère principal qui est demandé, en lien aussi à ce que je vous ai expliqué, le calcul des bilans de gaz à effet de serre des opérateurs et les objectifs de réduction qu'ils ont. On se focalise aussi principalement sur la partie du potentiel de réchauffement climatique. Donc, on parle souvent d'impact carbone des produits.
Alors, on parle d'impact carbone, l'unité, c'est en kilos de carbone équivalent. Pourquoi équivalent? Parce qu'on quantifie l'impact au-delà du carbone d'autres gaz, le méthane ou autres, qui ont des pouvoirs de réchauffement climatique beaucoup plus forts aussi que le dioxyde de carbone, mais qui sont un peu moins présents. Et donc ces gaz-là qui participent à l'effet de serre sont quantifiés dans le poids carbone ou le potentiel de réchauffement climatique d'un produit, qui sont donc qui est la donnée principale aujourd'hui qui est analysée. Pour ce faire, la CV, on a des cadres méthodologiques qui sont fournis. Alors, encore une fois, des acronymes un peu barbares. On parle de PCR ou de PSR. Donc, on parle de règles génériques de calcul pour un périmètre et certaines hypothèses de calcul et de règles spécifiques pour des catégories de produits. Donc, il s'avère que pour les câbles de communication, que ce soit des câbles cuivre ou des câbles optiques, on a des PSR dédiés. En France, on a le PSR du programme PEP EcoPasseport qui est reconnu depuis nombreuses années, hein, qui est la référence d'ailleurs citée par l'ARCEP dans les déclarations environnementales produits. Mais il faut savoir que depuis quelques années, on a vu émerger en Europe notamment des programmes en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, de PSR spécifiques au câble optique, avec chacun ses petites particularités, donc qui empêchaient aussi d'avoir des comparaisons assez homogènes entre les produits. Et donc depuis 2-3 ans, il y a eu un processus normatif mis en place au niveau de l'IEC, donc là à l'échelle internationale, où on a convergé avec en majeure partie le PSR de PEP EcoPasseport, mais aussi quelques éléments des PSR voisins, pour converger vers un PSR câble unique depuis l'été dernier à l'échelle internationale. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes donneur d'ordre et vous demandez des, euh, des impacts environnementaux de produits, notamment des câbles optiques, je vous conseille de vous référer justement à ce PSR câble IEC qui est désormais disponible. Et donc, une fois qu'on a fait cet ACV, qui est le calcul, il faut communiquer la donnée au client. Et donc là, on parle de déclaration environnementale produit ou DEP. Donc une DEP, c'est quoi? C'est une fiche qui va être aussi standardisée, hein, c'est des choses qui sont normées également, qui va présenter de façon transparente les impacts environnementaux d'un produit qui auront été calculés sur base d'une ACV. Donc on y retrouve notamment des unités fonctionnelles. Ça aussi, c'est un autre point d'attention que je veux rappeler pour la notion de comparaison. Quand on achète du câble optique, on achète des mètres de câble. Si j'ai un câble de 144 fibres, par exemple, j'ai un mètre de câble. L'unité fonctionnelle dans une ACV, c'est le mètre de fibre câblée. C'est-à-dire que c'est la transmission de la donnée dans une fibre qui va être câblée. Donc attention non plus à ne pas confondre les chiffres qui sont communiqués pour un mètre de câble, qui est l'unité déclarée, et pour un mètre de fibre câblée, qui est l'unité fonctionnelle. Et puis ensuite, on va y retrouver tous les limites du système, hein, que je vous ai mentionné tout à l'heure, les cadres méthodologiques qui sont utilisés, les facteurs d'émission également utilisés, pour arriver sur un document plus ou moins fourni. Si on a sur de la déclaration environnementale multicritères, on va avoir un document de plusieurs pages avec une déclinaison avec des tableaux matriciels comme ça, où on a chaque impact qui va être quantifié sur chaque étape du cycle de vie jusqu'à l'aspect total, avec voilà, le PSR qui aurait été utilisé, hein. Tout est vraiment assez transparent dans ce genre de document. Multicritères. Chez Acom aussi, par exemple, on communique des déclarations environnementales monocritères, hein, parce que c'est principalement ce qui est demandé aujourd'hui, à travers la partie production ou la partie globale du cycle de vie, tout en indiquant le cadre méthodologique utilisé, qui est exactement le même, que ça soit multicritère ou monocritère. On reste sur le PSR des câbles. L'enjeu de la comparabilité, c'est le point fondamental pour moi aujourd'hui, hein. On joue tous ce jeu de la donnée environnementale, mais pas forcément tous avec les mêmes règles. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de faire un peu de pédagogie pour voir quels sont les cadres qui sont en place. Donc comme je vous ai expliqué, on a le produit, on le passe à travers un processus d'ACV. Et aujourd'hui, au-delà des normes globales de l'ACV, on a un cadre international pour les produits passifs, on va dire, du réseau, que ce soit les câbles optiques, les boîtiers, etc. On utilise des outils commerciaux, hein, des logiciels d'éco-conception. Je mets ici quelques noms des principaux pour faire ces ACV. Et on utilise également de la donnée de facteurs d'émission de nos matières premières. Des données qu'on retrouve dans des bases de facteurs d'émission, des bases qu'on appelle de données secondaires, des bases commerciales. On a des bases empreintes, par exemple, de l'ADEME, Thomas pourra en parler ensuite, qui est une base, elle, publique.
Et donc, à travers tous ces éléments-là, on sort ensuite une déclaration, soit auto-certifiée en ISO 14021, soit certifiée par une tierce partie indépendante. Je mets ici quelques noms aussi, hein. On connaît en France le programme PEP EcoPassport, mais il y a d'autres programmes au niveau européen pour avoir ce genre de déclaration aussi certifiée par une tierce partie. Les points de vigilance, je préfère les rappeler, mais c'est le point important, hein, quand même, c'est s'assurer pour comparer les choses aussi bah, du cadre qui a été utilisé, des données qui ont été utilisées, hein. Donc vraiment, soyez en transparence avec vos fournisseurs pour savoir quel type de jeux de données ont été utilisés. Parce qu'on voit, il y a une étude intéressante du CICABEL que j'ai mis en bibliographie du guide, qui montre aussi l'aspect un peu hétérogène de certaines bases de données. Donc il y a un réel enjeu de pouvoir harmoniser tout ça aussi dans le temps. Et les ACV restent des outils assez complexes, avec des granularités assez fines dans l'analyse des produits. Donc il y a toujours une certaine épaisseur du trait. Il ne faut pas non plus s'arrêter à la virgule près. Mais néanmoins, on a quand même des cadres, comme je vous ai montré aujourd'hui, qui permettent d'avoir des cadres communs et d'avoir des produits qui sont comparables en termes d'impact environnemental. Et donc pour nous, industriels, hein, on en vient là aussi, c'est pourquoi on mesure tout ça, c'est pour faire de l'éco-conception derrière. Un premier point important à retenir quand même sur les câbles optiques ou les produits passifs de manière générale, l'impact majeur se situe où? Sur la partie production. Donc les deux leviers déjà de choix ou de conception qui peuvent être réalisés, c'est le choix des matières premières, la source des matières premières et le mix énergétique du lieu de production qui est fondamental sur un câble optique. Il y a une étude assez complète que je vous invite aussi à consulter du CICABEL sur le sujet, qui montre qu'à isoproduit, un même produit fabriqué en France avec le mix énergétique peu carboné, bah, reste 2 fois moins impactant qu'un câble qui va être produit à l'autre bout du monde, en Chine ou en Inde, voire même en Pologne, par exemple, qui est un peu le mauvais élève niveau mix énergétique en Europe. Vous voyez que c'est la partie vraiment production en bleu qui est la plus importante. On pourrait dire que c'est la partie transport, certes parce que ça vient du bout du monde. Oui, c'est la partie rouge ici. On va la multiplier par 6 ou 7 si on vient si on vient de l'autre bout du monde pour un câble installé en France. Néanmoins, ça reste anecdotique à l'échelle de l'impact carbone global du produit, quoi. Donc ça, c'est un premier message, hein, choisissez bien le mix énergétique du lieu de production ou demandez s'il n'y a pas d'ACV chez vos fournisseurs, au moins le mix énergétique du lieu de production pour pouvoir comparer euh, en première approche. Et ensuite, nous, industriels, bon, on travaille sur des nouveaux designs de câbles, des nouveaux matériaux. On incorpore des matériaux recyclés, plastiques recyclés dans nos produits, dans les gaines de câbles, par exemple. On évolue le packaging. Un petit exemple ici, hein, vous avez l'habitude de voir des modules de fibres entourés d'une gaine plastique. Ben, on peut enlever cette couche plastique et puis mettre des filins textiles autour pour réduire l'apport de plastique. Sur des simples boîtiers PTO, on peut simplement enlever les emballages unitaires ou utiliser du carton recyclé. Une autre étude aussi que j'ai mis en lien dans le guide, une étude intéressante qui est faite à l'échelle de l'abonné. C'est-à-dire on a ramené l'empreinte carbone de l'infrastructure de câblage ramenée à l'abonné. On a plusieurs kilomètres de câbles entre le NRO et l'abonné final. Ben, on se rend compte que un tiers de cet impact carbone de l'abonné, il est uniquement sur les derniers mètres du câble de raccordement, entre le poteau de chez vous et puis votre prise terminale dans votre garage. 35% de tout l'impact carbone ramené à l'abonné se situe sur ce câble-là. Donc nous, industriels, en ayant identifié ça, on a travaillé d'abord l'éco-conception de ce genre de produit à travers, comme pouvez le voir ici, du design de câbles, de la logistique pour transporter plus dans un même camion, voire même au-delà du produit sur le packaging, hein, sur le touret, un touret bois ou métal, on l'a transformé, on a pris du plastique recyclé issu de la filière des déchets électroniques et électriques pour en faire des tourets, et des tourets qui sont même démontables et réutilisables pour être remis dans des chaînes de production. Voilà, donc c'est juste un exemple concret de, au-delà du produit, travailler le packaging ou d'autres choses pour réduire l'impact carbone de nos câbles. Donc je vais transférer la parole à Paul voilà, qui nous explique aussi, au-delà de nous, industriels, pourquoi faire des ACV, en quoi c'est utile aussi pour le reste de la chaîne de valeur et les opérateurs d'infra, par exemple. Je te passe la parole, Paul. Merci Kevin, bonjour tout le monde. Effectivement, on va prendre la vue maintenant de l'utilisateur de toutes ces données, les infrastructures télécom, les réseaux. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Et comment s'y intéresser? Donc moi, je suis Paul de Dantec, donc je suis président et fondateur d'un cabinet conseil en RSE qui s'appelle ECO et qui est spécialisé dans les infrastructures télécom. Mais je représente aussi
un collectif, une fédération qui s'appelle Infranum, qui rassemble pas mal des acteurs de la production et l'exploitation des réseaux télécoms. Donc tu peux passer au slide d'après. Pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que les réseaux et les télécoms s'intéressent à l'impact environnemental des réseaux et des services qu'ils proposent? Deux grandes thématiques. La première, c'est le marché et la réglementation. Aujourd'hui, on en a un peu parlé en introduction, il y a des règles du jeu qui s'instaurent au niveau d'un cadre européen ou d'un cadre national. Donc on parle de la loi GEC, de la loi REEN, de la CSRD, du décret tertiaire, hein, ça dépend des activités qu'il peut y avoir derrière les entreprises qui travaillent sur ces réseaux. Ces règles du jeu, cette réglementation exige de plus en plus d'avoir une démarche environnementale. Deuxième sujet, c'est que ces mondes des réseaux sont hyper capitalistiques. Ça demande beaucoup de sous. Et souvent, il y a des banques ou des fonds d'investissement qui sont derrière ces réseaux pour venir financer les assets. Derrière, il y a une réglementation aussi, notamment européenne, hein, qui s'appelle la SFDR, qui a également des exigences environnementales selon que le fonds il veut être plus ou moins dans une initiative durable, les fameux article 6, article 8 et article 9. Et donc, il y a une démarche environnementale également exigée, qui est d'ailleurs assez cohérente hein, sur le principe avec ce qu'on peut voir du côté des opérationnels. Et le troisième sujet, c'est qu'on est dans un écosystème assez complexe en fait, avec un grand jeu de clients fournisseurs, où finalement un réseau télécom, c'est pas juste un acteur, c'est pas juste un opérateur, il y a toute une chaîne de valeur assez complexe qui commence par des très gros acteurs, mais derrière, qui, par effet de ruissellement, aboutit à des acteurs un peu plus petits. Donc même ceux qui ne sont pas concernés par la réglementation en amont, le sont de fait, puisque avoir une démarche environnementale, c'est une démarche globale sur toute l'analyse de cycle de vie, donc qui inclut également les externalités amont, donc les fournisseurs, même ceux qui ne sont pas concernés par la réglementation. Donc le décret BGES, le décret, la CSRD, etc., exige également que les fournisseurs des acteurs concernés aient une démarche environnementale. Cette démarche, elle est exigeante, elle est timée dans le temps. Hein. On voit, il y a des objectifs de stratégie de réduction, il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des objectifs net zéro des opérateurs. Et donc tout ça fait qu'il faut une trajectoire et une feuille de route de décarbonation, et tout ça passe par la démarche d'évaluation environnementale. Le deuxième sujet, pourquoi on s'intéresse au réseau, tu peux rester sur ce slide, c'est limiter l'impact sur la planète, mais également les dépendances. Jusqu'à présent, sur les réseaux télécoms, on a fonctionné comme si on était sur une planète aux ressources infinies. Or, on est sur une planète aux ressources finies, notamment au niveau énergie et matière. Et ça, c'est un point important, parce que qui dit dépendance dit qu'à un moment donné, il y aura pénurie. Et il y a une volatilité sur les prix, et finalement, l'éco-conception peut nous rendre moins dépendants aux énergies, aux ressources, aux matières, travailler sur l'économie circulaire, la durée de vie des équipements, tout ça permet finalement de limiter et d'augmenter la résilience et la robustesse, et de limiter la dépendance. L'autre sujet, c'est les impacts. Les impacts les plus connus, c'est l'impact carbone, c'est directement lié au réchauffement climatique. Donc, effectivement, réduire l'impact carbone qu'on a réduit finalement l'impact qu'on a sur le réchauffement de la planète. Donc, on est cohérent avec la stratégie nationale bas carbone, avec les accords de Paris. La nouvelle stratégie nationale bas carbone, aujourd'hui, a une déclinaison sur les infrastructures télécoms. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais il y a également d'autres impacts que le carbone. Il y a tout ce qui est lié à la santé, aux ressources, à la biodiversité. Et tout ça peut se calculer, peut s'évaluer pour avoir une démarche éco-conçue qui à la fois travaille sur l'impact carbone, mais également permet de ne pas faire du déplacement de pollution vers les autres impacts. Tu peux passer au slide d'après. Donc, pour faire tout ça, hein, et pour répondre à ces exigences de marché réglementaires et aux contraintes qu'il peut y avoir associées à tout ça, faut faire de l'évaluation. Le but n'est pas de faire de l'évaluation pour faire de l'évaluation, c'est bien de réduire, mais pour ça, il faut un cadre. Il faut déjà commencer par calculer, par mesurer. Et pour ça, il y a deux grands leviers hein, de calcul d'impact, de mouvement. Le premier, c'est le bilan carbone, assez connu, hein, évaluer à l'échelle de l'entreprise l'impact carbone qu'on a. Et pouvoir derrière avoir les éléments, qu'est-ce qui a le plus d'impact carbone pour pouvoir travailler la stratégie de réduction. Donc ça c'est cadré finalement au niveau de la méthode de calcul. Par contre c'est cadré de manière générique.
quand on regarde la difficulté, quand on rentre dans un secteur comme les télécoms, c'est que modéliser l'impact d'un bilan carbone uniquement avec la méthode de calcul, ça suffit pas, parce qu'il y a énormément d'interprétations, d'approximations. Qu'est-ce qu'on fait de notre activité? Qu'est-ce qu'on fait de cette facture? Comment la convertir en un flux d'activité pour convertir ça en équivalent carbone? Et pour ça, on crée avec des collectifs, avec l'ADEME, on crée des guides, on crée des référentiels qui permettent de rentrer dans les détails à l'échelle d'un réseau, à l'échelle d'une activité pour pouvoir évaluer correctement l'impact carbone. Donc il y a notamment un guide sectoriel qui est sorti l'année dernière, donc coproduit par Infranum et l'ADEME, et nous étions à la réalisation de ce guide. C'est quelque chose qui doit évoluer, mais qui aide beaucoup aujourd'hui les opérateurs à évaluer leur calcul carbone, notamment sur le fameux Scope 3. Le deuxième sujet, c'est l'analyse de cycle de vie. Donc là, on rentre dans le multicritère, on rentre dans la possibilité vraiment de travailler pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle d'un réseau ou d'un service, sur la possibilité de faire de l'éco-conception. Et pour ça, c'est pareil, il y a des méthodes internationales, européennes, pour pouvoir calculer l'impact environnemental en analyse de cycle de vie, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir rentrer dans les détails de quel service on veut évaluer, quelle unité fonctionnelle on veut réaliser, pour pouvoir comparer les résultats, pour pouvoir être robuste dans notre démarche de calcul. Et pour ça, l'ADEME a travaillé. On a la chance quand même d'être dans un pays où il y a des acteurs comme l'ADEME qui peuvent fédérer et rassembler les acteurs de l'industrie, les opérateurs, le monde également académique et le monde de la recherche, pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour créer des méthodes de mesure pour qu'on puisse harmoniser les calculs, qu'on puisse être robuste dans le calcul. Et c'est ce qui permet de faire les analyses de cycle de vie sur les services numériques. Tu peux passer au slide d'après. Et pour faire tout ça, en fait, pour faire que ce soit un bilan carbone ou que ce soit une analyse de cycle de vie, tout part d'une base. C'est qu'un réseau, c'est composé d'équipements qui sont mis bout à bout et puis d'actions qui sont faites sur le réseau pour pouvoir les installer et puis les maintenir dans la durée. Tout ça pour dire qu'une ACV système d'un réseau ou un bilan carbone d'une entreprise qui travaille dans les télécoms, on aura beau rendre très robuste le mode opératoire de calcul, si on ne se base pas au départ sur des évaluations environnementales des équipements qui le composent robustes, ça ne sert à rien. La base déjà est fragile. Donc il faut bien comprendre que pour calculer une ACV ou pour faire un bilan carbone d'un réseau, on part du service. Ce service se base et s'appuie sur un système numérique, donc un réseau typiquement, ou un data center. Et tout ça derrière est basé sur des équipements. Et ces équipements eux-mêmes sont composés de matières premières qu'on va transformer et qui auront une utilisation et une fin de vie. Donc je reboucle un peu avec le sujet d'aujourd'hui, c'est pour pouvoir utiliser correctement et faire des analyses de cycle de vie ou des bilans carbone de système, il faut avoir ces éléments de base au départ, quoi. Donc le premier élément de base, quand on n'a pas de données, c'est de voir qu'est-ce qui ressemble à mon équipement et qui est une donnée qui existe, qu'on peut utiliser, ça s'appelle des proxys. C'est pas génial, mais au moins ça permet de pouvoir faire un calcul et puis pas de rien mettre, quoi. Ce qui commence à être un peu robuste, c'est de travailler sur des bases de données génériques. Donc, tu as cité, Kevin, tout à l'heure, la base empreinte, qui est la base de l'ADEME, qui est gratuite et partagée, qu'on essaye d'alimenter au fur et à mesure, qui permet de pouvoir avoir équipement par équipement, type d'équipement par équipement, ou même unité d'œuvre par unité d'œuvre, avoir un impact environnemental, si possible, en multicritères, pour pouvoir faire l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception. Ce qui est encore plus robuste, c'est de travailler sur des données un peu plus spécifiques. Donc, quand on utilise tel équipement qui est dimensionné de telle manière de tel fournisseur, s'il a réalisé lui-même une analyse de cycle de vie, c'est plus robuste parce que c'est plus spécifique. Une donnée générique, il y a plein de paramètres qui peuvent évoluer, le lieu de fabrication, le paramétrage, la quantité de données, la taille du disque dur, la taille du processeur, etc. Et donc faire une ACV spécifique, ça permet au moins d'avoir quelque chose de plus précis. Par contre, quand c'est fait en chambre, on a des difficultés à prouver que c'est quelque chose de robuste et de solide et que ça a été fait dans les règles de l'art. Donc l'élément le plus robuste, c'est vraiment la déclaration environnementale produit, parce que derrière, on est sur une évaluation spécifique qui est vérifiée, qui utilise une méthodologie robuste et qui permet la comparabilité.
Alors évidemment, toutes ces bases de données spécifiques derrière viennent challenger et alimenter ces bases génériques de manière à ce qu'on puisse au fur et à mesure être de plus en plus solide sur les analyses de cycle de vie système, qu'on puisse vraiment comparer les technologies entre elles pour pouvoir avoir une démarche d'éco-conception et une démarche de transition environnementale des réseaux télécoms. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie et je pense que la personne qui va suivre, c'est Thomas Delatour de l'ADEME. Je te donne la parole, Thomas. Merci beaucoup, Paul. Je vous propose de prendre un peu un pas de recul ici et sur la partie réseau, de voir un peu ce qu'on propose à l'ADEME sur le sujet du numérique. Donc, je travaille au sein du service sobriété numérique à l'ADEME depuis 3 ans. Depuis 3 ans parce qu'il y a un programme qui s'appelle Alt Impact qui a permis à notre service de passer de 2 personnes à plus d'une dizaine de personnes comme force de frappe pendant 3 ans sur l'impact environnemental du numérique. On travaillait autour de 3 axes. Un axe autour des études un peu classiques de l'ADEME. L'ADEME fait un peu fonction d'intelligence collective quand il s'agit de la transition écologique. Et donc, c'était aussi le cas pour le numérique. Une partie appel à projet, un peu aussi classique à l'ADEME avec l'appel à projet économique qui a permis de financer différents programmes qui peuvent aussi nous intéresser dans cette discussion sur les données environnementales. Et enfin, le cœur du programme Alt Impact, c'était en 3 axes, une partie sur la formation, la sensibilisation autour des impacts du numérique, une partie données et méthodologie de calcul d'impact dans laquelle je travaillais plus particulièrement, et une partie déploiement de la sobriété numérique. Alors c'est un peu une photographie du passé et de ce qu'on a réalisé, mais c'est aussi pour mettre un peu en évidence tout ce qui a été fait pendant ces 3 ans, parce que ce programme s'arrête. Vous pouvez retrouver sur le site altimpact.fr différentes ressources qui ont été euh, voilà, développées à l'échelle des, du grand public, des individus, mais aussi des entreprises et de ce que vous pouvez faire au sein de votre entreprise pour réduire la part liée au numérique. Et à partir donc de la fin de ce programme, le sujet du numérique ne disparaît pas à l'ADEME, mais va être un peu amoindri en termes de ressources. Et c'est surtout la partie données et méthodologie de calcul d'impact qui va pouvoir être poursuivie avec un travail autour des données environnementales, des études d'impact et de ces fameux RCP dont on a parlé un peu plus tôt avec Paul et Kevin. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà pour les différents études qui font un peu aujourd'hui pour certaines références quand on parle des impacts environnementaux du numérique. Donc sur la partie études, il y a une étude en particulier qui est sortie en 2022, qui a été mise à jour en 2025, qui a été faite par l'ADEME et l'ARCEP, qui fait état des impacts de l'usage du numérique en France. Je reviendrai un peu sur le contenu de cette étude en particulier, qui est un peu une étude un peu socle pour avoir voilà, un point de référence quand on parle des impacts du numérique à l'échelle de la France. Ensuite, il y a différentes études qui viennent creuser différentes briques du numérique, donc sur l'impact de l'audiovisuel, par exemple, sur l'impact des métaux, qui est, on l'a vu, un sujet important dans le numérique, puisque une grosse partie des impacts qu'on retrouve dans le numérique, c'est lié à l'extraction de matière, et en particulier l'extraction de minerais. Donc en plus de l'impact carbone, et aussi on parle souvent de l'impact sur l'eau quand il s'agit du numérique, notamment avec sur la partie data center. Il y a une étude qui est sortie au début de cette année, donc une première partie en 2024, mais la deuxième partie vient d'être publiée avec une série de webinaires qui est en cours pour présenter l'étude IT for Green, qui présente en fait différents cas d'application du numérique pour décarboner d'autres secteurs d'application. Et en fait, cette étude montre en quelques mots que voilà, au cas par cas, le numérique n'est pas forcément une solution pour décarboner enfin, d'autres secteurs, mais qu'il faut vraiment faire des analyses précises, donc des ACV précises pour chaque projet,
pour pouvoir conclure efficacement si le numérique, en tout cas numériser un secteur, permet in fine de faire sa transition écologique. On a des études qui vont à venir, même dans les semaines, sur l'impact, notamment sur la partie réseau, qui pourrait vous intéresser sur la partie lancement des satellites réseau, notamment les satellites LEO en basse altitude. On a d'autres études sur l'économie de l'attention, sur l'impact de l'IoT, notamment de différents capteurs qu'on peut retrouver dans l'industrie. Il y a une étude qui est aussi sortie, parce qu'on parle beaucoup d'IA. C'est un travail qui est un travail de fond qu'on mène depuis le début du programme Alt Impact, mais qui est assez difficile à mettre en place. Aujourd'hui, il y a sur l'intelligence artificielle, il y a deux études, en particulier une étude qui a été coproduite avec Mistral, notamment qui est sortie l'été dernier, sur l'impact des requêtes de la solution d'IA, et une étude sur les cartes graphiques GPU, qui sont un peu le cœur au sein des data centers de calcul pour l'intelligence artificielle. Donc toutes ces études, elles nous permettent d'avoir une intelligence un peu collective à l'échelle du territoire français sur quels sont les impacts du numérique, où sont situées les grosses briques d'impact du numérique, et comment prendre des décisions à l'échelle donc à la fois des décideurs publics, mais aussi des individus, parce qu'en parallèle de ce travail-là, on a une startup qui s'appelle Impact CO2, qui vient traduire un peu ces impacts à l'échelle des citoyens et citoyennes, qui leur permettent de prendre voilà, un peu la mesure des impacts du numérique dans leur quotidien. Et on a donc ces fameuses méthodologies. C'est référentiel par catégorie de produits, RCP, qui, comme on l'a dit plus tôt, sont là pour parler en fait de la même chose quand on parle des impacts environnementaux d'un service numérique, comme par exemple les fournisseurs d'accès Internet sur la partie réseau, qui ont donc leur RCP qui vient définir les différentes règles de calcul, le périmètre, l'unité fonctionnelle de l'ACV sur ce périmètre-là. On a d'autres RCP qui existent aujourd'hui sur la partie système d'information. Donc dans votre entreprise, voilà, votre DSI peut s'appuyer sur ce type de méthodologie pour évaluer l'impact de son service sur la partie cloud aussi, et réseau LAN au sein des entreprises. On a d'autres méthodologies qui vont venir dans les mois de cette année, notamment sur la partie alors, plus spécifique jeux vidéo. On a un RCP pour évaluer les impacts des éditeurs de jeux vidéo, et un RCP sur la partie IoT aussi qui a certaines spécificités. Vous pouvez passer à la slide suivante. Avant de parler un peu du contenu des RCP, voici les quelques résultats principaux de l'étude donc ADEME-ARCEP, qui a été mise à jour l'année dernière, sur voilà, ce qu'on comprend des impacts du numérique aujourd'hui. Donc l'étude est sortie en 2025 sur des données en 2022. Donc toutes ces données ne prennent pas du tout en compte les impacts de l'IA. Et elle montre que le numérique, c'est un peu plus de 4% de l'empreinte carbone du pays, avec deux grosses briques sur la partie data center et la partie équipement, qui à eux deux représentent plus de 90% des impacts du numérique. Donc la partie qui nous concerne aujourd'hui représente seulement 5% de ces 4%, mais ça reste néanmoins une part importante à la compréhension des impacts du numérique. Et surtout, ici, on ne prend pas en compte l'explosion de l'installation des data centers et de l'intelligence artificielle et de l'IoT, qui sont un peu les trois parties du numérique qui, selon nos dernières études prospectives, vont amener à accroître énormément. Donc, on part de là, mais c'est assez difficile de savoir vers où on va en termes d'impact numérique en France. On prévoit
parmi les études les plus conservatrices, un triplement de cet impact. Donc voilà, le numérique est un secteur qui, au contraire de limiter ou de réduire même son empreinte carbone, est plutôt sur une multiplication, une explosion en tout cas de cet impact. Et j'ai pas prévu de slide pour la partie RCP, mais je vais quand même en dire un peu plus sur ce type de document qui, en plus des guides sectoriels sur la partie réseau dont a parlé Paul un peu plus tôt, permettent du coup vraiment de parler de la même chose. Il y a deux aspects très importants quand on parle d'ACV. Il y a la méthodologie, donc avec ses RCP, et la donnée. Et donc, effectivement, dans la base empreinte, on essaie de mettre à disposition des données euh, gratuites et fiables pour le secteur du numérique. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de rendre ces données cohérentes avec toutes les données intersectorielles qu'on retrouve dans la base empreinte, parce que la base empreinte aussi donne tout un tas de données pour l'ensemble des secteurs en France. Et donc, il y a cet enjeu de rendre la base empreinte cohérente pour pouvoir comparer aussi bien à l'échelle d'une entreprise qu'à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'un projet. Il y a une méthodologie qu'on propose à l'ADEME qui s'appelle l'empreinte projet, qui permet d'évaluer, notamment qui est en train de devenir obligatoire pour certains marchés publics du côté de l'ADEME, pour évaluer voilà, la pertinence d'un projet sur son empreinte environnementale avec différents degrés de précision. Et donc la base empreinte permet d'alimenter ce type de méthodologie. Sur les RCP, donc on a effectivement un RCP sur la partie réseau, donc fourniture d'accès Internet, qui vient préciser donc tous les éléments que vous ont présenté un peu Kevin et Paul, sur la partie donc périmètre du système, qu'est-ce qu'on vient calculer, les règles d'allocation qui peuvent être assez particulières, notamment par exemple sur les systèmes d'information. Comment est-ce qu'on considère le télétravail? Comment est-ce qu'on alloue un- une requête sur un logiciel à un équipement? Tout ce type de règles de calcul. Et il vient aussi préciser les limites de ce type de méthodologie. Et in fine, si on c'est pas un référentiel qui est obligatoire, mais qui fait aujourd'hui quand même foi dans le secteur des réseaux, mais aussi par exemple pour la partie système d'information est le référentiel qui est aujourd'hui le plus partagé. Et on est capable enfin au sein de différentes organisations qui ont utilisé ce référentiel de se comparer et de voir l'évolution d'une année à l'autre des impacts d'une entreprise en étant sûr de parler de la même chose. Donc, aussi bien en termes de méthodologie qu'en termes de données ACV de fond. Voilà, merci beaucoup pour cette partie. Je pense que je redonne la parole à Kevin. Merci, c'est gentil. Effectivement, on en vient effectivement au bout de cette présentation. On va rentrer dans un slot de questions-réponses si vous avez, mais je vous invite dès à présent à pouvoir télécharger ce guide qui sera donc focalisé sur la partie ACV et DEP, des câbles optiques avec tout le détail que vous pourrez y trouver dedans. Je passe la parole peut-être Claude si tu veux piloter la session de questions-réponses. Oui, j'ai effectivement quelques questions. Alors d'abord, je dois dire que c'était assez technique, hein. On ne s'est pas beaucoup reposé. C'est un vocabulaire dont on n'a pas l'habitude, hein, donc il faut effectivement se mettre dedans. Moi, la première question que je vais poser, donc c'est une question à Kevin. Euh, on voit qu'on a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Faut-il exiger une DEP de type 3, qui est multicritère, certifié par les tiers de confiance, ou est-ce que finalement on pourrait se contenter de DEP monocritère, voire auto-certifié? Est-ce que ça pourrait suffire? Ouais, c'est un peu ce que je mettais tout à l'heure sur la slide. Paul l'a dit, il y a un enjeu. Je pense que l'enjeu ultime, c'est d'avoir effectivement du multicritère. Thomas l'a dit aussi, dans la base empreinte, on veut à terme pouvoir évaluer cette notion de multicritère de l'impact environnemental des produits ou des services de manière générale. Ça, c'est l'aspect final, idéal à la fin. Sauf qu'aujourd'hui,
faut avoir conscience qu'il y a toute une chaîne de valeur derrière, hein. Nous, on fournit ça à nos clients opérateurs, mais on a aussi des fournisseurs de matières premières qui, eux aussi, doivent faire l'ACV de leurs produits. Et faire des ACV multicritères aujourd'hui sur certaines matières premières, ça peut être complexe. Il existe, comme j'ai dit, des bases de données secondaires qui présentent des données multicritères sur tout un tas de matières premières. Elles sont plus ou moins discutables. Elles ne sont pas, on va dire, harmonisées aujourd'hui. Donc, d'une base A à une base B, avec la même méthode d'ACV, je peux retrouver un écart d'impact de 10-15% des fois. Donc, ce n'est pas non négligeable non plus, hein. L'épaisseur du trait peut être assez épaisse, comme je le disais. Donc, nous, industriels, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère de la donnée primaire auprès de nos fournisseurs. Et nos fournisseurs aujourd'hui, ils sont sereins et ils savent calculer l'impact carbone de leurs produits. C'est-à-dire qu'ils sont focalisés sur une donnée carbone, parce que tout le monde a besoin de ça pour pouvoir quantifier et ensuite se mettre des objectifs de réduction et activer des leviers d'éco-conception. Donc aujourd'hui, nous, industriels, c'est pour ça qu'on fournit de la donnée aussi monocritère, avec de la donnée source primaire de nos fournisseurs, où on est sûr à 100% de ce qu'on a et ce qu'on fait. Sauf que ces données-là, étant donné qu'elles ne sont pas multicritères, je ne peux pas, moi, les utiliser dans une DEP multicritère qui s'est certifiée par Papeco Passport. Parce que ce genre d'organisme a besoin de certifier des ACV sur une notion de multicritère. Et vu que moi, ma donnée source primaire, elle est que monocritère, bah, je ne peux pas l'utiliser dedans. Donc aujourd'hui, il y a je pense qu'il y a ce processus vertueux de tous en avance. On est en train de constituer des bases, un pôle. On vous l'a expliqué, Thomas aussi. Il y a cette volonté d'amener vers des bases un peu harmonisées et homogènes. On n'y est pas encore, je pense, mais il y a tout un chemin vertueux qui est en train de se faire. Donc moi, ça serait ma position aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment entrer en transparence avec votre fournisseur. Nous, on est en confiance avec nos clients. On est en phase de fournir une donnée auto-certifiée parce qu'elle est monocritère, elle n'est pas certifiée par Papeco Passport. Mais c'est une donnée qu'on est capable de mettre à jour chaque année, par exemple, avec le mix de nos fournisseurs, l'impact de nos fournisseurs qui sont communiqués. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose de très fiable à notre niveau aujourd'hui. L'enjeu est de tendre vers du multicritère demain, quand effectivement on aura de la donnée primaire multicritère de nos fournisseurs. Donc, faut pas forcément se rassurer uniquement avec une ACV validée par une tierce partie, parce que j'ai le tampon Papeco Passport. Je pense que les deux aspects sont valables et échanger avec votre fournisseur voilà, pour au moins assurer cette transparence du jeu de données utilisé, du PSR utilisé, du périmètre utilisé, pour utiliser ensuite ces données environnementales dans un choix, parce que l'enjeu au final, c'est de choisir un produit sur de la donnée technique, sur du prix, mais aussi désormais sur de la donnée environnementale pour répondre à ces différents besoins, quoi. Ouais, bah tu vois, justement, ta réponse va dans, dans le sens que je disais, rien n'est simple et tout est à prendre en compte. Alors du coup, j'ai une autre question, mais qui va se diriger maintenant plutôt vers l'ADEME. On voit que tout ça, c'est important, mais comment rendre le critère environnemental réellement différenciant dans des appels d'offres? Bah, je vous ai parlé de l'empreinte projet de l'ADEME. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. C'est une méthodologie sur 5 niveaux qui permet d'évaluer de manière d'une part qualitative, puis ensuite plus on avance, plus on est vers une analyse quantitative jusqu'à un 5e niveau, qui est une analyse conséquentielle, c'est-à-dire qu'on vient évaluer de manière quantitative l'impact du projet en comparant deux scénarios, si le projet a été fait ou si le projet n'a pas été fait. Donc ça, c'est une en tout cas, sur les appels d'offres ou sur les appels à projets, c'est une méthodologie qui est partagée et qui est bien référencée pour justement. Et c'est aussi un exercice très intéressant, ne serait-ce qu'en dehors de ces appels d'offres, de faire euh, le niveau 1, qui est une analyse qualitative, qu'on appelle un arbre conséquentiel, et essayer de penser jusqu'au bout de la chaîne de son projet, de son programme, les impacts. Les externalités positives ou négatives. Euh, Alors j'ai un peu complété ma réponse parce que, enfin ma question, pardon, parce que la réponse ne me satisfait pas complètement. En fait, quel poids représentera le critère environnemental dans un appel d'offres?
Je peux reprendre peut-être la parole. Là, ça dépend aussi, je pense, du secteur. Là, dans notre secteur qui nous concerne, d'expérience, il y a 4-5 ans, on nous demandait de la donnée environnementale à titre d'information. Il n'y avait pas de pondération dans des appels d'offres. Il y a encore 3-4 ans, on était plutôt sur du 5% de pondération pour l'aspect environnemental. Aujourd'hui, chez certains acteurs qui ont aussi ces objectifs, comme je disais, hein, il y a des objectifs de réduire par deux leur impact d'ici 2030, donc demain, on est plutôt sur du 15 à 20% de pondération de l'impact environnemental au-delà de l'aspect. Alors, quand je dis environnemental, ça reste global, on va dire RSE, hein, aussi sur voilà, la chaîne de valeur, d'approvisionnement, etc., au-delà de l'aspect purement impact carbone. Mais on voit quand même qu'il y a une progression. Je pense que déjà 15-20%, c'est déjà assez significatif au-delà du prix et de l'aspect fonctionnel et technique des specs d'un produit. On voit quand même qu'il y a une tendance globale et ce programme-là, justement, que je mentionnais, Jack, c'est des choses qui s'harmonisent. C'est-à-dire que je sois en France, en Allemagne ou aux US, tous les acteurs, on va dire, partagent ce même cahier des charges, ce même programme d'accompagnement fournisseur pour faire bouger un petit peu enfin, aussi leur chaîne de valeur et cette quantification-là. Donc je pense qu'il y a quand même une tendance à évoluer. Tout le monde n'est pas au même niveau aujourd'hui, mais voilà, les meilleurs élèves sont à 15-20% de pondération RSE sur un appel d'offres, ce qui est quand même assez intéressant aujourd'hui. Et les marchés publics aussi rentrent dans cette démarche-là, forcément. On va passer aux questions du chat, hein. Il y a un certain nombre de questions. Alors, on a David Richard qui nous dit, bon, on va déposer les anciens câbles, hein, je pense qu'il parle de cuivre. Non, fibre optique. D'accord. Ah Des bon, vieux câbles bah, de fibre optique qui ont été posés en 2003-2004 pour faire les grandes boucles de collecte autour de Paris. Mhm. Donc la question, c'est est-ce qu'on change par des produits éco-conçus, quoi, j'imagine. Bah, c'est surtout comment on fait pour éviter de les jeter et de les mettre à la benne, sachant que ces câbles, à l'époque, n'avaient pas fait l'objet de toute cette analyse du cycle de vie. Ouais, C'est des câbles qui vont avoir 30 ans bientôt. ouais. Et du coup, quelles sont les consignes, nous, pour éviter cet impact carbone, nous pourrions donner à nos sous-traitants pour éviter de les jeter à la benne, en fait. Alors, C'est aussi bête que ça. l'impact, même si ça a été fait il y a 30 ans et qu'il n'y avait pas forcément d'ACV dessus à l'époque, l'impact, il a été là. C'est-à-dire qu'on a produit, on a fait chauffer le Mm. verre pour faire de la fibre, on a chauffé le plastique pour faire le câble. L'impact carbone, il a été émis. Aujourd'hui, en fait, à travers votre question, c'est un très bon point que vous mentionnez, c'est comment on gère en fin de vie les produits. Vous avez vu tout à l'heure sur mon schéma un peu d'analyse de cycle Oui, de vie, il n'y a pas cette boucle, ce trait final qui permet de boucler ça. Et donc, il y a un réel enjeu de travailler dans notre filière, hein, au-delà de nous, Acom ou ou le confrère X ou Y, une filière pour traiter en fin de vie tous ces câbles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mis en place sur l'aspect cuivre, et on va pas se oui, leurrer, ça pas de souci. au-delà Oui, de oui. l'aspect environnemental, c'est parce qu'il y a l'aspect économique derrière de récupérer le Mm. cuivre. Le cuivre reste une matière première qui va être de plus en plus rare, donc on a un intérêt économique et écologique de récupérer et de traiter ça. Aujourd'hui, à date, il n'y a pas de filière de traitement des câbles. Donc les câbles aujourd'hui optiques qui sont déposés sont soit brûlés pour valoriser énergétiquement, soit enfouis. Malheureusement, c'est comme ça et c'est un fait. D'accord. Il y a un travail qui est fait en cours et il y a notamment une étude qui est parue début d'année du comité structurel de filière infrastructure numérique qui a mandaté effectivement les câbliers pour penser à ça, travailler justement à réduire l'impact carbone de la production des câbles et de la fin de vie des câbles. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous proposer de solution, je ne peux pas vous dire donnez-nous notre câble, on en fera quelque chose. D'accord. Mais il y a quand même des initiatives vertueuses qui se disent aujourd'hui, on prend des câbles, on les broie, par exemple, certaines sociétés qui font ça au UK, et ils font des tourées, par exemple, avec ça. Ou on Mhm. fait du matériel urbain, par exemple, avec ça aussi. Donc il y a des initiatives qui émergent, mais il n'y a pas encore une filière claire, parce que ça aussi, un câble, c'est plein d'éléments constitutifs de Kevlar, etc. Décomposer ce câble, c'est aussi une étape mécaniquement compliquée et coûteuse. Donc il y a Mhm. aussi l'aspect économique, il ne faut pas se leurrer, il y a cette notion Bien sûr. vertueuse de l'écologique. Mais à terme, justement, des pistes que je vous montrais tout à l'heure, où on enlève un peu de plastique, où on met un filin, l'enjeu, c'est de réduire un peu le nombre de constituants, de matières, par exemple, dans un câble, pour que ce soit plus facile à traiter en fin de vie. Mm. On peut aussi récupérer des purges de PEHD, par exemple, pour, au lieu de les jeter, de les réintégrer dans notre chaîne de production. Donc il y a des choses qui sont faites comme ça pour réintégrer du plastique dans des gaines de câbles, par exemple. Il y aura voilà, effectivement tout un chemin à mener et on espère, avec par exemple l'exemple du plan France Très Haut Débit qui a été installé, qu'on sera en mesure dans les années à venir de pouvoir traiter ça en fin de vie.
aujourd'hui, à date, si vous avez un câble à déposer, effectivement, c'est mis en benne, malheureusement, en décharge, et c'est soit valorisé énergétiquement, D'accord. soit On enfoui. approche, on approche de la fin, donc peut-être on va passer la parole à Vincent Roger Machard pour poser une question. Ce sera peut-être la dernière, je ne sais pas, je me tourne vers Jacques parce que l'heure tourne. Oui, merci beaucoup, Claude. Euh, oui, moi, la question que je me posais, c'est en fait, dans toutes ces analyses qu'on fait, vous l'avez chacun un peu dit, il y a forcément des approximations parce que on a des bases de données, mais tout n'est pas juste. Et il y a des fois, on va avoir des choses très précises, d'autres fois, ce sera beaucoup moins précis. En fait, quand vous faites des études d'impact, des études de sensibilité, pardon, quand on analyse la sensibilité des estimations que l'on fait, quels sont les grands sujets sur lesquels on a besoin d'affiner les données parce qu'en fait, ça noie un peu le reste. Alors, je vais répondre. Salut Vincent déjà. Donc, c'est un peu tout l'enjeu, quoi. C'est-à-dire que l'analyse de cycle de vie, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que tu commences par faire un inventaire de cycle de vie. Tu vois, qu'est-ce qui compose mon réseau et mon service? C'est quoi l'unité fonctionnelle? Et puis derrière, on va chercher derrière tout cet inventaire hein, d'équipements, d'installations, etc. Est-ce que j'ai une base de données associée, soit spécifique, soit semi-spécifique, soit générique? Et ça va te permettre de faire un premier calcul. Euh, le résultat de ton calcul va peut-être te dire que telle partie de ton réseau ou tel équipement, ça va représenter 0,2% de ton impact sur ton unité fonctionnelle. Bon, si tu as une donnée générique sur ce truc-là, tu vas peut-être pas forcément t'énerver un peu trop. C'est pas forcément là où il y a l'enjeu prioritaire. Par contre, si tu trouves que tel équipement ou telle série d'équipements, il te fait sur la partie utilisation 80% de l'impact de ton service et que ça représente lui-même 40% de toute ton ACV globalement sur à peu près tous tes critères, eh ben là, tu es sûr qu'il te faut une donnée très spécifique et tu vas aller creuser. Donc, il y a une espèce de boucle de retour finalement sur ton analyse de cycle de vie où si tu n'es pas satisfait de la précision de ta donnée, tu vas essayer de creuser plus loin et d'aller la chercher. Donc tout ça est bien beau, mais des fois elle n'existe pas. Donc des fois il faut la créer, des fois faut contribuer à affiner ces règles du jeu qui sont un peu trop génériques au départ et qui conviennent pas à toutes les situations. Donc tant qu'on est en phase de construction, là, on n'est pas encore complètement mature, mais tu as bien vu que tous les acteurs, des équipementiers, des réseaux télécoms, de l'ADEME qui fédère un peu tous les acteurs, y compris les acteurs académiques, essaient d'affiner tout ça pour qu'on puisse être beaucoup plus robuste dans l'évaluation pour pouvoir avoir les bons leviers pour travailler sur la stratégie de réduction et d'éco-conception. Je vais vous proposer de passer très rapidement la main à une personne dont j'ai demandé par avance de me pardonner si je prononce mal son nom, Monique Tual de Fléchère. Le Fléché peut-être. Oui, Monique Tual. Ouais, bonjour. Ouais, merci pour ces présentations très intéressantes. Et donc, moi, j'ai une question aussi. Nous devons former des étudiants, en particulier en réseau et télécom, et on cherche un peu des outils les plus efficaces et les plus utiles à transmettre à nos étudiants dans le domaine. Donc, on en a déjà discuté, Kevin, hein, mais si vous avez des idées. Intéressant. En fait, c'est très bien la question, Monique, donc, qui travaille dans un IUT réseau télécom. Et je pense qu'il faut effectivement sensibiliser nos futurs recrues en fait, à ces sujets. Nous, on n'a pas forcément appris ça à l'école et les besoins sont là et on se forme sur le tas. Et je pense que de sensibiliser les jeunes là-dessus, je pense que c'est hyper vertueux. Et je pense que effectivement, à travers là, tous ces préventions, je pense qu'à l'ADEME, peut-être que vous avez des choses aussi ou des kits pédagogiques, alors pour un niveau assez élevé, mais peut-être que vous avez des éléments globaux ou peut-être même déjà des documents d'analyse que vous avez fait sur l'impact du numérique en France. Ça peut être une bonne source, Monique, sur ces sujets-là. Le guide d'Infranum que Paul citait, je pense que c'est une référence pour lui, c'est sa première édition, mais il présente un peu comment ça a été fait et comment les choix ont été faits aussi de pouvoir quantifier toutes ces briques du réseau, et ça donne des éléments déjà chiffrés sur toutes ces briques du réseau, donc ça c'est hyper intéressant. Sur l'aspect purement câble, boîtier, etc., le CICABEL a fait quand même beaucoup de documents aussi qui expliquent
comment on fait une ACV, les degrés d'incertitude, les comparaisons en fonction des lieux de production, des choses comme ça. C'est des choses que je pense que les nouveaux étudiants doivent avoir en tête. Il y a quelques éléments clés. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas, peut-être Thomas, tu peux nous dire côté ADEME s'il y a des kits pédagogiques déjà, peut-être pour différents niveaux, pour sensibiliser sur ces impacts de nos activités, peut-être que dans la partie SONUM aussi. Alors, l'enseignement supérieur, ouais, effectivement, n'est pas forcément ciblé directement par nos productions et nos rapports. Effectivement, avoir déjà connaissance de la librairie de l'ADEME et des différents rapports comme le guide sectoriel ou les RCP ou l'étude sur l'impact du numérique, c'est euh, un bon moyen, voilà, de transmettre un peu ces connaissances-là. Mais ça reste pour construire un cours. Après, il y a différents degrés on peut aller jusqu'à l'ACV, mais ça demande un peu plus de travail. Je sais que je travaille dans une école d'ingénieurs sur la construction d'un cours, justement sur la partie ACV, donc un peu plus global. Et il y a différents degrés de compréhension entre la compréhension de la méthodologie ACV, comme on a pu le faire un peu aujourd'hui, et les éléments de compréhension des différents impacts d'un secteur, jusqu'à savoir maîtriser euh, un logiciel d'ACV pour l'appliquer sur des éléments réseau. Oui, bien sûr. Euh, il y a des éléments qui... C'est vraiment intéressant et je trouve ça hyper vertueux que dans des programmes justement techniques, là, on veuille commencer à sensibiliser les étudiants là-dessus. Donc, je m'engage, Monique, à te faire un petit package de documents que je vais t'envoyer, qui pourront déjà effectivement constituer une première base pour un cours de sensibilisation sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous faut conclure cette séance de questions-réponses et repasser la parole à Jacques Paulini pour clôturer cette matinée. Ok. Au revoir. Donc, viens sur le slide arrière, Kevin, s'il te plaît. Juste non, je pense que là, tout le monde a vu le QR code pour télécharger. Donc, sur les questions, donc là, je pense qu'on a répondu à toutes je dirais les questions qu'on a eues dans le chat. Si vous avez d'autres questions, vous avez ici un mail, donc support@cercle-credo.com. Vous adressez vos questions et on relayera auprès des intervenants. Alors, mon mot de conclusion, le premier mot de conclusion, c'est un grand merci à nos intervenants, donc à Thomas, à Paul et puis à Kevin aussi et son précieux travail donc, pour l'élaboration de ce guide qui vient enrichir donc notre collection. Et encore une fois, un guide bien technique. Je crois que tout le monde l'a compris, hein, on est loin de toutes les interrogations que l'on peut avoir sur le quoi, le comment. Là, on est vraiment bien sur le fond du problème. Et on voit que ces critères environnementaux vont devenir de plus en plus prégnants je dirais, dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans la vie de nos réseaux. Et on aura donc, je pense, l'occasion de revenir ou de reparler de ces critères dans des prochaines publications. Alors, juste pour conclure, donc le slide d'après, s'il te plaît, Kevin. La vie du Cercle Credo continue. Donc, on a jeudi donc un atelier donc, qui est réservé aux membres, donc l'atelier mensuel où il y aura une petite séance de rattrapage sur la partie sur ce guide, sur ce dossier technique. Donc, pas que je me trompe, c'est vraiment un dossier technique. Donc, une session de rattrapage avec Kevin qui pourra répondre de nouveau à toutes vos questions. On sera présent le 12-13 mai, Trip de la Vica, où j'aurai le plaisir de participer à une table ronde sur la résilience des réseaux. Et la semaine d'après, c'est Didier Caz, donc notre chargé de mission, qui participera à une table ronde aux Assises nationales des territoires intelligents.
Début juin, on sera au colloque des IUT Réseau et Télécom. Donc là, on voit que le monde académique s'intéresse de plus en plus donc, et se spécialise sur tous ces sujets réseau, télécom, environnementaux. Donc là, on aura l'occasion de reporter de porter de nouveau la bonne parole technique. Et puis, 9 juin, donc un petit rappel à nos membres qui suivent notre actualité, donc notre atelier est l'Assemblée générale du Cercle Credo. Et voilà, et pour terminer, donc le petit rappel des publications, donc évidemment donc, le guide, le dossier technique sur l'ACV qui maintenant est téléchargeable. Donc vous pouvez le scanner, et le QR code, et aller télécharger, et bien sûr les derniers guides, les raccordements complexes et la fermeture du réseau QI. Voilà, donc merci, un grand merci à tous d'avoir participé à ce webinaire très très intéressant. Merci à nos intervenants, merci Kevin, et puis on vous donne rendez-vous on l'espère très prochainement pour un nouvel événement du Cercle Credo. Bonne journée à tous.